Si l'on s'en tient à son parcours professionnel, la vie de M. André Pochon est un long fleuve limpide. Enfant de la campagne, il aime viscéralement sa terre, la terre, au point de choisir à 16 ans le brevet élémentaire en poche, le métier de paysan, malgré les pressions qui voudraient le voir poursuivre ses humanités. Le jeune homme est brillant, mais il est résolu. Ce sera la terre, et il lui restera fidèle jusqu'à la retraite. Il se veut dès lors investi d'une double mission: respecter et faire respecter la terre dans son intégrité, faire évoluer le monde de la campagne bretonne et lui redonner sa dignité. Alors le parcours professionnel se double d'un parcours militant de 50 ans dans de nombreuses associations et organismes divers qu'il crée ou qu'il anime. Je citerai, au risque d'en oublier, la CHAC, le CETA, le contrôle d'études techniques agricoles, le CEDAPA, le Centre d'études pour le développement d'une agriculture durable, Vivarement Nature, dont il assure aujourd'hui la vice-présidence. Sa présence ici ce soir prouve, s'il en est besoin, que la flamme brûle toujours. Au cours de cette vie militante, la lutte sera souvent rude contre la machine productiviste et ses dérives. Mais les idées et les arguments de M. Pochon, pragmatiques et scientifiques, il a travaillé en collaboration avec l'INRA, qui sont les fruits d'une expérience reconnue, ne cesseront d'alerter, d'informer, de proposer des solutions de bon sens aux problèmes économiques et environnementaux posés par une agriculture inconséquente. Articles, conférences, communications, publications se multiplieront en France, en Europe et dans le monde pour réveiller les consciences. Si j'en juge par la quantité d'articles qui paraissent quotidiennement dans nos journaux régionaux et nationaux, émanant de scientifiques, d'agriculteurs, de politiques locaux et nationaux, et même des ministres concernés, il semblerait que la prolifération et la nocivité des algues vertes ne soient plus contestées, et les causes clairement identifiées. Les décisions sont prises en aval, elles sont toujours attendues en amont. Il faut dire que l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit d'un problème de santé publique, mais j'empiète sur votre terrain, M. Pochon, et je vous donne la parole. Alors, j'ai envie un peu de poser le problème en actualité. Vous savez que aujourd'hui, notre monde, tous, nous avons quelques défis à relever. Ah oui, on parle tous les jours de réchauffement climatique, on parle d'algues vertes, on parle de nitrates dans l'eau, on parle de pesticides, on parle des paysages qui s'en vont en volo, de désertification des campagnes. Eh bien, c'est vrai, tous ces problèmes-là sont là, devant nous même. Et j'oublie peut-être le plus important de tous, c'est la qualité de ce qu'on mange, notre alimentation. Contrairement à ce qu'on pensait, que tout était, aseptisé à l'américaine, on pouvait manger franc et massif, pas de problème, et on s'aperçoit que c'est pas du tout vrai, qu'on peut s'empoisonner en mangeant. Cheval, vous vous rappelez, poulet à la dioxine, les antibiotiques, les pesticides, voilà, ça fait la une de l'actualité. Eh bien, il va bien falloir qu'on relève ces défis. Et moi, je suis de tempérament optimiste, je pense qu'on peut résoudre les problèmes qui sont devant nous, si on a vraiment la volonté. Moi, je suis d'une génération, eh bien, à la fin de la guerre, vous croyez que c'était mieux? Fin de la guerre, tout le monde crevait de faim, il y avait des tickets d'alimentation, il y avait tout ça. Eh bien, ma génération, il m'a fallu relever ce défi, et puis remettre le pays en route. J'ai souvent en mémoire mon directeur d'école, un jour il nous dit tout d'un bras comme ça, alors qu'on était là en train de dire qu'on avait des bras de laine et tout ça, il s'est écrit devant nous: mais mes pauvres enfants, nous sommes tous ruinés. C'était en 1945. C'est vrai. Et la France s'est reconstruite, s'est mis au boulot, et puis voilà.
Et après, il y a eu d'autres problèmes à résoudre, vous vous rappelez, les guerres coloniales, la guerre d'Algérie. C'est pas le petit chantier non plus, ça. Hein? Et bien voilà, on en est sorti. Et je pense qu'on sortira aussi de nos problèmes actuels. Mais, si on veut sortir, résoudre des problèmes d'une alimentation saine, résoudre le problème de l'eau, des algues vertes, eh bien, on aura beau tourner autour du pot, ça ne se fera pas sans changer de modèle agricole. L'agriculture est à la base de ça. C'est à la base de notre alimentation, vous savez bien. L'agriculture et l'élevage. Quand on achète un beefsteak, il vient de chez le boucher du coin, ou de la grande surface. Mais le boucher s'est approvisionné chez une ferme, dans un atelier d'élevage. Et donc la façon dont l'animal est élevé, et ça a des répercussions directes sur le beefsteak. Quand vous achetez des fruits, des légumes, ben, ça vient de chez, bien sûr, le Carrefour ou ailleurs, mais ça prend sa source chez un maraîcher, c'est un producteur de fruits et légumes. Même une baguette de pain. Bien sûr, on l'achète chez le boulanger, mais elle est fabriquée avec du blé qui vient de chez un cultivateur. Et si le blé a reçu 10 ou 12 passages entre pulvérisateur et puis distributeur d'engrais, il en reste bien quelque chose dans la farine et donc dans le pain. Vous voyez? Facile à comprendre. Et en ce qui concerne l'environnement, il n'y a pas photo non plus, comme disent les jeunes. On sait bien que l'eau, par exemple, elle prend sa source, mais dans les champs. Et donc la façon dont on va cultiver nos champs, ça a une répercussion, cultiver nos champs et traiter nos cultures, ça a une répercussion directe sur l'eau. Facile à comprendre. Alors, la question clé, c'est de savoir si on peut avoir une agriculture, disons, productive, tout en respectant l'environnement et tout en assurant des produits de qualité. C'est ça la question. Absolument. Alors, moi, je suis venu pour vous dire oui, oui, et si je dis un oui aussi franc, comme disait le général, un oui franc et massif, eh c'est parce que je l'ai vécu dans ma propre exploitation, et puis j'ai quand même beaucoup de jeunes qui me suivent, environ 3000 sur le Grand Ouest, qui appliquent les méthodes de l'agriculture durable et qui prouvent tous les jours, comme on va le voir tout à l'heure, que, eh bien, non seulement ils protègent l'environnement, mais ils gagnent plus que les autres. Ils gagnent plus que l'agriculture conventionnelle. Pour mieux comprendre le problème, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, j'aime bien voir d'où on est parti. Faire un petit retour historique sur le développement breton, agricole breton. Et je suis bien placé pour le faire, puisque je peux dire que j'ai été témoin et acteur en première ligne de tout le développement qui s'est produit depuis, disons, 50 ans. Dans Lyon, dans notre chère région bretonne. Voilà. Et donc, moi, je n'ai pas un historien, c'est ce que j'ai vécu. Bien. Alors, pour reprendre les choses au départ, il faut savoir quand même, les plus anciens, mais il n'y a pas beaucoup de vieux dans la salle ici, hein, j'ai le plus vieux, moi, là-dedans. Les anciens se rappellent bien quand même que notre région était une région, il y a 50-60 ans, une région pauvre. Mon père, qui avait de l'humour, il disait, on est sous-développé. Oui, sous-développé. Sous-développé. Et, ben oui. Mais je vais peut-être vous étonner, mais le retour des prisonniers, ça fait déjà un peu. Hein. Parce qu'en Allemagne, les fermes étaient bien plus modernes que chez nous. Ils avaient vu des étapes cimentées. Ils avaient vu quelques petits élevages de poules, industriels, tout ça. Et certains prisonniers ont commencé à appliquer chez eux petites choses, voilà. Exact.
Et si bien que quand je me suis installé à mon compte sur une petite exploitation à Saint-Mahieu, ben oui, quand on se marie, il faut bien trouver, aller où? Il y avait beaucoup de gens qui partaient en ville, mais nous, on voulait rester. On avait trouvé une petite ferme, à 2 kilomètres de celle des parents, et une fois sur la ferme, tu fais ce que tu veux. Parce que vous savez bien, ceux qui ont été dans le rayon, quand on est aide familiale chez ses parents, c'est le père qui commande, hein, ou la mère. Mais si on veut bousculer les choses, c'est la guerre. On va dégager. Alors bon, on laisse faire, quoi. Et on attend notre heure, on se dit, quand je serai chef d'exploitation, je ferai mon idée. Alors, quand arrivé sur notre petite ferme, évidemment, on avait carte blanche pour mettre en application les grandes idées qu'on avait dans la tête. Et il s'est trouvé qu'on a eu une autre chance, c'est qu'en 1954, quand je me marie, qu'on s'installe, c'est aussi le démarrage en France des CETA. Tu l'as dit tout à l'heure, mais Centre d'études techniques agricoles. C'est une idée d'un dénommé Bernard Poulain, qui habitait en Seine-et-Oise, et qui a eu cette idée géniale de rassembler autour de lui une quinzaine de copains, paysans comme lui, et se réunir une fois tous les mois. Toujours dans une ferme, à tour de rôle. Pour mettre en commun tout ce qu'on avait fait dans le mois. Toutes les petites astuces, tous les petits progrès, mais tous les conneries aussi, les échecs. On apprend aussi des échecs. Voilà. Une coopérative d'idées, si vous voulez. À l'échelon local, mais à l'échelon départemental, parce que tout ça s'était fédéré à l'échelon départemental, et national, puisque tout ça s'était rassemblé à la Fédération nationale des CETA. Et on était en correspondance permanente. On envoyait tous nos comptes rendus de CETA à la Fédération nationale, qui avait une mine de documents incroyable. Et quand on voulait étudier un sujet précis, par exemple la culture du blé, eh ben, on écrivait. Et puis ils nous envoyaient tous les rapports des autres CETA qui avaient été faits sur la question. Vous voyez? Oh, c'était fabuleux. Et donc moi, en 1954, je crée avec un copain, Albert Mahé, le CETA de Mur-Corlay. On avait le numéro 7 pour le département des Côtes-d'Armor et 960 pour la France. Mais 18 mois après, il y en aura 24 en Côtes-d'Armor. 24 7 ans. C'est, moi j'appelle pas l'épopée des 7 ans. Et alors, autre chance, c'est que la jeune INRA, l'Institut national de la recherche économique, qui a été créé à la Libération, eh bien, ces jeunes chercheurs sont très intéressés d'emblée par la formule des CETA et ils vont travailler en collaboration avec nous. Et donc, on a dans nos CETA des grands chercheurs qui viennent directement. Je peux vous dire, le grand René Dumont, vous avez entendu parler de lui. Eh bien, René Dumont est venu en personne, en Côtes-d'Armor, dans nos CETA. Il fera d'ailleurs toute la tournée des CETA de France et de Navarre. Il écrira un livre qui s'appelle Révolution dans les campagnes françaises. C'est une révolution. Et c'était une révolution. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon CETA de Corlay? On est 17, entre Mur et Corlay. On a pris soin de prendre des petits paysans. On ne voulait pas des gros riches déjà installés. Ceux-là ne nous intéressent pas. Ils ont eu le derrière fait avant le pantalon fait avant le derrière, plutôt ça. Hein, et donc, si ceux-là réussissent, ça ne va pas bouger les choses beaucoup. On sait qu'ils sont riches d'avance. Mais si les petits gars réussissent à sortir du pétrin et aller de l'avant, eh ben on aura un impact beaucoup plus grand. Et donc, on a trié nos gars, nos 17 gars, les petits gars, fermiers, 15-20 hectares, moi j'étais la plus petite, 9 hectares, et puis voilà. Et on s'est mis immédiatement au travail. Une réunion tous les mois, à partir du 17 février. On a passé en revue, ben, qu'est-ce qu'on fait dans nos 7 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, la première des choses, c'est la fertilisation, la fertilité des terres. Or, en 1954, on sort de la guerre. Et les sols sont pauvres comme Job. Pendant les 5 années de guerre, pas un pet d'engrais. Et pendant les 5 années qui ont suivi, pas beaucoup non plus. Hein. En 1955, il fallait encore
des bons pour avoir par exemple du scoritoma, qui a amené le phosphore et le calcium. Il est commandé des bons, c'est amené par les coopératives d'ailleurs, à la direction des services agricoles. Oui. Alors donc on prend bien conscience que si on est à 15 quintaux hectares seulement de blé, et encore les meilleurs, eh bien c'est que le sol est pauvre. On a un pH qui est autour de 5, on a phosphore, potasse et ras des pâquerettes. Et donc dans nos états, hop là, on fait venir des wagons de scoritoma de Lorraine, potasse d'Alsace, chlorure, sylvinite. Et puis figurez-vous, rien que par ces engrais de fond, on passe de 15 quintaux à 30 quintaux. Ah oui, faut pas croire, les engrais de fond, c'est indispensable pour augmenter les rendements. Et c'est pas néfaste, contrairement à ce que certains croient. Au contraire, quand une plante pousse sur un sol riche, pauvre en chaux, par exemple, en calcium, la plante est elle-même carencée. Pauvre en potassium, pauvre en phosphate, elle-même carencée. Or, le phosphore, le calcium, le potassium, c'est indispensable à la vie des animaux et des êtres humains. Et oui, oui. Voilà. Alors, premier progrès. On bloque là-dessus. On n'a pas tellement de sous, mais le Crédit Agricole commence à se développer, donc quelques petits prêts par-ci par-là. Enfin, on sait que ça, c'est prioritaire. On apprend aussi à mieux soigner nos animaux, nos vaches. Nos vaches, à partir du printemps, pas de problème, elles avaient du trait violet, nourriture équilibrée, un peu de pâture aussi, équilibrée. Alors, du coup, ça pissait du lait dans la bassine, et puis on avait un beurre jaune, qui graissait pratiquement, tout ça. Mais alors, quand arrivait le mois de novembre, ben les vaches n'avaient plus que du mauvais foin, de la paille, des betteraves. Ah madame là, le lait n'avait plus, pas grand-chose. Et notre beurre était blanc comme dans la neige, on ne pouvait pas le tartiner. En fait, nos animaux manquaient de protéines pendant l'hiver. C'était déséquilibré. Et les Sétats vont être les premiers à cultiver de la févrole. On ne connaissait pas le soja. La févrole pour apporter des protéines. On a tous mis de la févrole. Et puis, comme disait le président du Sétat de Corlay, ça réagit aussi, ça. Voilà. C'est le progrès, ça. Et une petite anecdote que j'aime bien raconter, ça a l'air curieux, mais les veaux, vous ne savez pas faire. Le veau est resté sous pis pendant 6 semaines environ. Au bout de 6 semaines, c'était un mâle, on le vendait au boucher du coin. Belle bête, bien dodue. Et si c'était une génisse, à 6 semaines, on la sauverait. Alors là, la belle petite bête de 6 semaines, au bout de 6 mois, t'as un vrai caplan. On ne savait pas faire, et on avait du mal. C'était les femmes qui faisaient ça, évidemment. Eh bien, chauffer de l'eau 2 fois par jour, détremper la farine dans l'eau chaude pour faire une besson, on appelait ça une besson, et porter ça avec des seaux 2 fois par jour au pivot, des fois avec cubuter ça avec son nez. Et puis, résultat, 0. 6 mois après, la bête, je vous dis, un vrai caplan. Nul. Alors, les gars du Linois, ils s'amènent, mon beau Dieu, et nous disent, votre veau, c'est un futur ruminant. Il faut le faire ruminer le plus vite possible. Et pour ça, c'est pas difficile, vous lui mettez de l'eau claire à disposition. À volonté, de l'eau claire. Du foin, du bon foin dans un petit râtelier à disposition. Et de la farine, de l'orge d'avoine grossièrement concassée. Une petite cassette en bois à disposition aussi. C'est tout. Facile comme tout. Hein? Un seau d'eau clair, renouvelé de temps en temps, mettre du machin dans la petite caisse en bois et le râtelier. Enfin, facile comme tout. Alors là, résultat spectaculaire. Spectaculaire. Je vois encore ma mère, est venue, arrivée souvent, nous voir. Elle était là, en extase devant une petite génisse de 6 mois. Oh que je suis belle, oh que je suis belle, oh que je suis belle. Mais maman, écoute, tu fais comme moi, tu vois, regarde, un seau d'eau claire, petite caisse avec de la farine dedans, et puis du bon foin et un petit râtelier, c'est tout. Alors évidemment, et c'est ce qu'elle a fait.
C'est ce qu'elle a fait, et tous les gens du CETA, et tous les gens autour. Parce que le CETA était le moteur du développement de toute la région. Les gens copiaient sur le CETA. Tout ce qu'on faisait, en bien ou en mal, ils le copiaient. Mais ça, c'était un sacré progrès. Alors, diminuer le travail considérablement, et un résultat... Bon. Alors ça, c'était déjà pas mal. Mais la grosse révolution, le gros chambardement de ces années-là, c'est ce que l'INRA appelait la révolution fourragère de l'INRA. Révolution fourragère herbagère. Eh oui, ces chercheurs, ils arrivent dans nos CETA et ils nous disent, vous êtes dans une région extraordinaire pour faire de l'herbe, et si vous orientez vos exploitations vers la prairie, vous allez doubler votre nombre de vaches à l'hectare et diminuer votre temps de travail par 3 ou par 4. Parce que la vache, figurez-vous, regardez-la bien, c'est une bestiole incroyable, incomparable. Elle a une barre de coupe à l'avant, un épandeur à l'arrière. Vous la flanquez dans le milieu d'un pré, elle fait le travail toute seule. Ah ben dis donc, quand vous entendez ça dans une réunion de CETA, eh ben, vous revenez vite fait à la maison, vous embrassez votre petite femme que vous êtes jeune mariée, et puis vous dites, mais un avenir radieux devant nous. Radieux. Tu te rends compte, on va doubler nos rendements et en travaillant 3-4 fois moins. La vie de château, la vie. Et il faut bien vous dire que pendant au moins 10 ans, tout le développement dans les campagnes françaises, en particulier ici en Bretagne, c'est la prairie, la prairie. Tous nos réunions de CETA, c'est la prairie, la prairie, la prairie. Quelles sont les meilleures variétés qu'il faut semer, la fertilisation des prairies, et puis l'exploitation rationnelle des herbages. Ce n'est pas une petite affaire. Et l'exploitation rationnelle des herbages, faire ça bien, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est dans la tête, c'est du savoir-faire. Et qu'on apprend, justement, dans nos équipes de CETA. Alors, résultat de l'opération, ben, effectivement, on nourrit le double de vaches à l'hectare avec nos prairies. Et par-dessus le marché, on a été chercher des vaches en Normandie, figurez-vous, des Normandes, qui nous produisent 4000, 4500 litres de lait par vache, alors que les nôtres faisaient à peine 1500. 3 fois plus de lait par vache, quasiment 3 fois plus de vaches à l'hectare. En tout cas, moi j'ai 3 fois plus de vaches à l'hectare que mon prédécesseur. Je fais 3 vaches à l'hectare. C'est un développement exponentiel. Vous vous rendez compte? Donc, on augmente considérablement la production laitière, mais comme on ne vend que la crème ou le beurre, on ne vend pas de lait entier. Les coopératives ne ramassent pas le lait entier. On ne ramasse que la crème pour faire du beurre. Et le lait écrémé, il reste sur la ferme pour qui? Pour les cochons. C'est l'alimentation protéique des porcs. Et plus on a de lait disponible, plus on peut faire de cochons. D'ailleurs, les Danois, qui sont nos modèles à l'époque, on est toujours fourrés au Danemark. Les Danois nous disent, le porc est pendu au pied de la vache. Voilà. Alors, vous voyez le développement de la région, hein, quasiment 3 fois plus de lait, et du coup, la production porcine qui explose. Mais attention, une production porcine liée au sol, on n'achète rien à l'extérieur. Elle explose grâce au petit lait qui est en quantité beaucoup plus forte de la ferme. C'est si simple que ça. Et bon boulot, vous croyez pas? Et on travaille beaucoup moins. J'ai encore aujourd'hui des témoignages d'anciens voisins qui viennent goûter mon suite à Trégueux et qui me disent « Oh, quand on t'a vu, toi et tes copains du CETA, hein, faire la sieste sur votre pelouse pendant que nous, on était en train de trimer dans nos champs, et bien on s'est dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein, et si eux, ils font ça, et bien nous, on doit bien le faire aussi. » Et toute la région, c'est couverte de prairies hein, et de porcheries danoises, parce que je vous parle des cochons qui avaient augmenté, mais notre modèle, c'était bien le Danemark. Et donc, on avait des porcheries danoises sur paille, attention, c'est pas hollandais, hein, porcheries danoises, betteraves danoises et méthode d'alimentation danoise. On appelait encore la méthode Lehmann. Alors ça avait été une sacrée révolution aussi. Hein.
La nourriture du cochon, alors standardisée, facile comme tout, hein. 1 kg d'orge par jour, gros ou petit, 3 litres de lait écrémé, gros ou petit, et betterave danoise à volonté. C'est-à-dire qu'avec la quantité de betterave qui augmentait dans la ration. Facile à vulgariser, facile à mettre en œuvre. Toute la production porcine bretonne, pendant 10 ans, c'était ça. Ah oui. Et avec la pluie, les chercheurs de l'INRA, les grands ponts, Février lui-même, était le directeur de l'INRA d'ailleurs. Et c'est même pas le tout, c'est qu'on découvre que le fait d'avoir des prairies nombreuses, et donc qui sont dans la rotation des cultures, parce que tout n'est pas en herbe, on met quand même de l'orge, on met quand même des betteraves, mais quand on met des betteraves, c'est derrière quoi? C'est derrière le retournement d'une prairie. Et l'orge va venir derrière les betteraves. Et bien on s'aperçoit que quand on retourne une prairie qui est restée 3-4 ans en place, et bien les betteraves qui viennent derrière, épousent, sans problème. Et même l'orge qui vient derrière la betterave, qui est derrière la prairie, voulez-vous que je vous dise? En 1961, sur ma petite boutique, je fais 60 quintaux d'orge de printemps à l'hectare. C'est pas mieux aujourd'hui. 60 quintaux à l'hectare et 6 tonnes de paille. Pourquoi? C'était derrière betterave, les betteraves venaient derrière une prairie qui était restée 3 ans, je crois, en place. Voilà. Parce que la prairie, elle fabrique de la matière organique. Les vers de terre se développent, tout ça. Hein. Beaucoup de mauvaises herbes disparaissent. Et quand vous retournez votre prairie, vous êtes dans des conditions extraordinaires pour avoir un rendement exceptionnel derrière. Donc on fait, avec nos prairies, on fait, si vous voulez, d'une pierre plusieurs coups. On travaille moins, on a plus de rendement sur notre bétail directement et indirectement sur les cultures régionales. Tout bon. Tout bon. Et je ne parle pas de l'environnement et tout ça, on sait aujourd'hui que... Alors, je vais quand même vous parler un peu de ça, parce que dans mon CETA de Corlay, on va se distinguer un peu des autres CETA. Parce qu'on va découvrir très rapidement, un peu sous ma houlette, hein, que la technique de prairie de l'INRA n'était pas la bonne. Les gens de l'INRA nous ont appris à ensemencer nos prairies, à les réussir, à chapeau, on leur doit beaucoup, ça ne savait pas faire avant. Mais la technique de prairie de l'INRA, c'était de l'engrais azoté à chaque passage d'animaux. Les animaux qui d'une parcelle, pouf, on arrose. À la main d'ailleurs, au début, il n'y avait pas d'épandeur. Avec de l'ammonitrate. Il nous disait, il nous avait dit la barre de coupe à l'avant et épandeur à l'arrière, mais il nous disait aussi, la vache a besoin d'herbe et l'herbe a besoin d'azote. Donc leur technique, c'était donc l'ammonitrate à chaque passage. Et on va découvrir cet tas de Corlay que c'est une connerie. Que finalement, on va faire la preuve qu'on a plus d'herbe sans engrais azoté du tout. Et on va faire la preuve que l'engrais azoté fait disparaître le trèfle blanc. Or, le trèfle blanc, c'est une légume. Et qui donc rétribue de l'azote à l'ensemble de la prairie. Et il se trouve que l'ammonitrate tue le trèfle blanc. Et on va en faire la démonstration. Alors évidemment, les gens de l'INRA, parce que ça se sait, vous savez, c'était une coopérative d'idées, les CETA étaient reliés à travers les techniciens. Les techniciens eux-mêmes venaient dans au moins 5 ou 6 CETA, 7 ou 8. Et il y avait nos réunions départementales. Donc l'innovation en quelque sorte du CETA de Corlay, qui ne mettait plus d'azote sur ces prairies, va se savoir dans les autres CETA. Et l'INRA va être tenu au courant. Et l'INRA va descendre, va venir chez nous. Et devant les prairies magistrales, parce qu'on ne voyait pas de prairies comme ça ailleurs. Personne n'avait des prairies comme au CETA de Corlay. Personne, ça n'existait pas. Donc quand ils ont vu les prairies, ben, ils ont dit, chapeau, ouais. On ne peut pas nier ce que vous faites. Mais il faut peut-être quand même être prudent. C'est peut-être votre région de Corlay, conditions pédoclimatiques exceptionnelles. Il faudrait peut-être être prudent de ne pas vulgariser ça ailleurs. Bon, mais les gens de l'INRA, ce ne sont pas des imbéciles. Et on a une station à Quimper, peut-être l'une des meilleures de France.
avec Copney comme directeur, et bien évidemment, à la station de Quimper, ils vont expérimenter la méthode du cétate Corlay. C'est-à-dire ils vont avoir des parcelles avec de l'azote et des parcelles sans azote. Et au bout de 3 ans, ils vont aboutir à la conclusion qu'en effet, c'est une bêtise de mettre de l'ammonitrate sur les prairies. On a, au bout du compte, moins d'herbes qu'en n'en mettant pas du tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous voyez, cet accord-là va se faire une notoriété, en quelque sorte, à partir des prairies. Mais pour nous, économiquement, c'est faramineux. On a plus d'herbes que les autres, en économisant. L'ammonitrate était cher à l'époque. En francs, de 200 000 centimes, si vous voulez, à l'hectare. C'est ça que ça faisait. 200 000 centimes d'économiser à l'hectare, vous vous rendez compte? Et de l'herbe de meilleure qualité, plus prolongée dans l'année. Donc moins de réserve. Bénéfice net. Alors voilà. Et voilà le développement qui s'est mis en route, disons, des années 55 aux années 70. Tout basé sur la prairie. Une prairie intensive. Parce que attention, hein, c'est pas des prairies du cétate Corlay, et c'est pas des prairies où il y a une vache à l'hectare. Hein. On est tous à 2 vaches à l'hectare, et même plus, mais moi j'en fais quasiment 3. 36 arts par vache. Et moi j'ai une petite ferme, les gens disent c'est un jardin. Bon. Voilà. Voilà le bon boulot qu'on a fait, et qui va durer grosso modo une dizaine d'années. Et c'est pendant ces 10 ans-là qu'on sort du sous-développement. On nous aurait dit au début, mais dans 10 ans, vous aurez du parquet dans vos maisons, vous aurez de l'argent pour faire tous les douches et puis télévision. On n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru. Et pourtant, ça s'est fait. Et ça s'est fait pendant cette période. Et ce n'est pas les prix agricoles, hein. On n'était pas encore avec la fameuse PAC qui nous garantissait des prix après, on va en parler. Mais non. Si vous ne voulez pas me croire, je vais vous dire, hein, moi, ma petite ferme de 9 hectares, pourquoi on a quitté? Mais sous l'influence de mon épouse, vous savez bien comment ça les femmes. Hein. Et j'ai dit, mais on est complètement ridicule d'avoir 5 millions de centimes de l'époque, si vous voulez, 5 millions en bons à 5 ans à la caisse de crédit agricole de Corlay, alors qu'on a 33 ans. Hein, on ferait bien mieux d'utiliser cet argent et d'acheter une ferme qui serait à nous, devenir propriétaire. Et on pourrait bâtir une maison neuve, vous avez arrangé à la maison, mais maison neuve c'est quand même mieux. Hein, vous comprenez? C'est comme ça les femmes, elles ont raison. Alors même sans me demander, commencer à fouiner par-ci par-là. Et puis c'est comme ça qu'un beau jour, on a quitté notre petite exploitation où on était célèbre dans la France entière. Une famille heureuse sur une petite ferme faisait la démonstration que contrairement à tout ce qu'on disait, la petite ferme c'était rentable. La preuve. Et puis c'est comme ça qu'on a quitté, qu'on est arrivé à Saint-Billy, sur une ferme 25 hectares. On voulait une petite ferme, mais c'était impossible, puisque avec la loi Pisani, c'était hors de portée. On n'avait aucune aide si on prenait pas une ferme dite rentable. Alors, moi, ça a été lourd à porter. Donc, moralement, ben oui, casser un peu le truc. Quoi. Je faisais la démonstration que la petite ferme c'était viable, et puis bon, Pochon s'en va, bon, la petite ferme c'est fini. Vous comprenez ça? Bon, voilà. Bien, alors on est arrivé à Saint-Billy. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas la blague qu'on vous raconte, c'est que pendant cette période, bien l'agriculture qui est démarrée avec des prix, tout ça, on a gagné de l'argent. 2 chevaux neufs, hein. On avait une vieille bagnole 202 au début, 56, mais en 60, on se payait 2 chevaux flambant neufs, 2 chevaux Citroën, non, ma mère disait citoyenne. Citroën. Et elle était payée 1 an en avance. Ça permettait de l'avoir plus vite. Vous voyez, il n'y a pas l'argent qui manquait. Hein. Alors la question, mais bon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ça marche si bien. On quitte ce développement économe, autonome, à forte valeur ajoutée, basé sur la prairie,
pour entrer dans un autre système. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison commerciale. Hein. Les CETA, on a mis en route des coopératives, on les a créées. La coopérative faut en place, il y a un directeur, un sous-directeur, tout ça. Ces gens-là, ils sont indexés sur le chiffre d'affaires de la coopérative et ils n'ont de cesse d'augmenter le chiffre d'affaires. Pour augmenter le chiffre d'affaires, il faut vendre. Et notre système, il est économe, autonome, ne fait pas vendre beaucoup. Hein. Donc, bon, ils nient pas ce qu'on fait, mais ils arrivent et disent « Oh, mais vous mettrez ceci en plus, c'est encore mieux, etc. » Vous voyez. Donc, ils ont une influence. Les écoles. Nous, on n'avait pas eu d'école. Mais l'école d'agriculture. Mais attention, Pommerit s'installe, Kernilien, Quechua, Cole, et il se trouve que la jeune génération est passée par les écoles. Les nouveaux adhérents de Monseta, c'est des jeunes, tous passés par Quechua, Pommerit, Kernilien et machin. Et ils sortent de là-dedans avec un modèle en tête, qui n'est pas le nôtre. Et ils nous amènent le maïs fourrage, et le soja, et ils nous amènent le cochon sur caillebotis et l'élevage industriel. Alors évidemment, il y a tout ça qui joue. Ça fait déjà deux influences. Mais à mon avis, ça ne serait pas allé très très loin s'il n'y avait pas eu un autre élément capital qui va bousculer tout, c'est la politique agricole commune, qui a été signée par la France, par Edgar Pisani, on dit 62, mais il m'a dit non, c'est en janvier 63 que j'ai signé la politique agricole commune. Et ça va tout bousculer, tout changer. Parce que jusque-là, on produit pour un marché. Et on sait que si on produit trop, les cours vont se casser la gueule. Donc on est relativement prudent. Mais avec la PAC, il n'y a plus de problème. Hein. Les prix sont garantis. Chaque année. Et fixés chaque année en augmentation. À Bruxelles. Le prix du lait est garanti. Le prix de la viande est garanti. Le prix des céréales est garanti. Et du coup, la voie est ouverte à produire tant qu'on veut. À fond la pièce. N'importe où, n'importe comment, puisqu'on est sûr que notre marchandise va être achetée au prix garanti par Bruxelles. Comprenez ça? Et c'est la voie ouverte à la spécialisation. Jusque-là, on marche au moins sur deux pieds. Production porcine, production laitière. Ils mettent un peu de viande sur le marché. Mais avec la PAC, on peut se spécialiser, ne faire qu'une seule production, pas de problème, il n'y a pas de risque, puisque si on fait que du lait, on est sûr que notre lait va être payé. Si on fait que des cochons, on est sûr que les cochons vont être payés. Vous comprenez ça? Et ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas. Au sein de mon propre CETA, eh bien, ma foi, les gens réfléchissent. D'abord, premier choix, la coopérative nous dit, désormais, on ramasse le lait entier. Vous pouvez ramasser le lait entier du coup, puisque Bruxelles stockait tous les excédents de poudre de lait et de beurre. Donc avant, à Copal, à Loudéac, ben, ils ne pouvaient pas ramasser le lait entier, pourquoi faire? Ils auraient pu faire du beurre, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait du lait écrémé? Pas débouché. Mais maintenant, il y en a un, sous forme de lait de poudre industrielle, qui est subventionné par Bruxelles pour aller dans les élevages de veaux, ou pour être exporté sur le marché mondial, subventionné par Bruxelles. Et les excédents de beurre, subventionnés par Bruxelles. Donc il n'y a plus de problème. Et donc tous nos coopératives laitières vont se mettre à ramasser le lait. Et il nous dit, ben, faites ce que vous voulez, hein, on ne vous oblige pas, mais on ramasse le lait désormais. Ben, on fait nos comptes. On fait nos comptes et au prix où on nous annonce le lait, ben, on voit bien que c'est intéressant de vendre le lait entier. Et même plus intéressant que de garder pollution laitière et pollution porcine associées. Alors, on réfléchit, et puis la moitié de mes gars du setup de Corlay se spécialise en pollution laitière. On bazarde les cochons et on ne fait plus que les vaches. Alors, pour nous, c'est le choix qu'on fait. On a 12 vaches, et puis plus de 100 porcs. On bazarde les porcs et on passe à 16 vaches. Puisqu'on a un hectare d'orge qui allait nourrir les porcs, et bien celui-là, il va nourrir plus de vaches, ou en prairie, et un hectare de betterave à récupérer aussi.
Donc, vous voyez, on ne fait plus que du lait et on se débarrasse des cochons. Ça simplifie la vie. Que tu traites 16 vaches ou le temps très doux, si tu as une machine électrique, là, c'est pas pareil. Hein, là. Bon. Et tu n'as pas à t'emmerder avec les cochons. Alors, curieusement, l'autre moitié du CETA font le choix inverse. Ils se spécialisent en pollution porcine. Ils se disent, nous, ras-le-bol des vaches. Il faut les traire dimanche et jour de fête. Ça file à la patte, ras-le-bol des vaches. Puisque c'est comme ça, on change, on fait que des cochons. Alors ben, vous allez dire, oui, mais comment? S'ils n'ont plus de lait écrémé pour équilibrer la ration des cochons. Mais justement, c'est toujours la PAC. Pas de problème, puisque le soja américain arrive au port de l'Orient, presse aussi, mais l'Orient bourré les cales de soja américain. Et il y a des techniciens qui passent et qui disent, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des cochons sans lait écrémé, hein. On va vous vendre du composé azoté. C'est du soja plus un petit chouïa de farine de viande ou de poisson. Et vous allez voir, ça marche, comme le lait écrémé. Et du coup, ben voilà, hein, la moitié, plus que les cochons. Oh, mais lié au sol, attention, ils n'achètent que le composé azoté. Ils ont 30 hectares, 30 truies, naisseurs-engraisseurs. Et c'est nourri avec l'orge produit sur la ferme et les betteraves danoises produites sur la ferme. Ils n'achètent que le composé azoté. Eh bien, figurez-vous que tous les ans, la première réunion du CETA au mois de septembre, c'est avec le comptable. Il vient, son tableau, et il met en haut du tableau toutes les meilleures comptabilités, ceux qui ont le meilleur revenu. Eh bien, figurez-vous qu'en tête du tableau, nom de Dieu, c'est tous les éleveurs de porc. Et nous, les laitiers, on est en bas du tableau. La cata. On est chagrin, on est même jaloux. On se dit, on a fait le mauvais choix. Oui, et ça marche bien pour les éleveurs de porc. Alors, curieusement, ça ne va pas marcher longtemps comme ça. 2 ans, pas plus. Hein. Parce que les mêmes techniciens qui sont passés vendre le fameux composé azoté, ils repassent, ils reviennent et disent, vous gagnez beaucoup d'argent avec vos 30 truies, mais vous en auriez 100, vous gagneriez 3 fois plus. Et vous savez, il n'y a pas de problème. On croit savoir que nos collègues du Crédit Agricole sont tout à fait disposés à vous prêter pour agrandir votre porcherie. Et voilà. Alors là, on assiste au boom de l'élevage industriel de porc. Et alors ils disent qu'on va pas vous vendre du composé azoté, on va vous vendre de l'aliment complet. Et vous ferez des cochons tant que vous voudrez. Ah ben, c'est dans les années 60, 62, 63. Voilà, c'est dans ces années-là que, ben juste après que la politique agricole est vraiment en place, quoi. Tout ça se tient. Hein. Et j'ai assisté pendant des années et des années au développement effréné de cet élevage industriel de porc. Les gars, donc, ils sont partis avec 30 truies, naisseurs-engraisseurs, ça marchait bien. Autonome, économe. Ben oui, mais bon, ils passent à l'élevage industriel. Et la grande mode, c'était 56 truies, naisseurs-engraisseurs, vulgarisés par la Coperne. 56 truies, naisseurs-engraisseurs. Ah oui, mais dans mon propre CETA, on entend dire que notre copain, oh, je vais vous dire le nom, c'est pas grave, hein, c'est pas. Notre copain Gélard, à Trédenoc, il a, paraît-il, 100 truies. Ah, madame, voyage du CETA chez Gélard, on découvre les 100 truies, et puis au retour dans le car, tous les éleveurs de porc, si on ne fait pas comme Gélard, on va te dépasser, si on ne fait pas comme Gélard, on va te dépasser. Et en avant pour les 100 truies. Ben oui, mais 2 ans après, on entend que Alexis, oui, là-bas, à Anvec, il aurait, paraît-il, 500 truies. Alors, évidemment, voyage du CETA, j'étais gourmet, moi je vois comme si c'était hier. Le car bourré à bloc, hein, parce qu'on a amené toujours d'autres personnes avec nous, et puis on arrive chez Gourmet. Oh là là, alors là, top niveau. Tout est goudronné partout, bétonné, il y a des géraniums devant les fenêtres, des peupliers devant des espèces de fosses qu'on aperçoit
omnivore. Et alors, quand on rentre dans les porcheries d'Alexis Gourvenec, alors là, le coup de masse. Les cochons de Gourvenec sont propres comme des sous-neufs. Ça passe au faire. Ils sont sur caillobotis intégral. On découvre le caillobotis intégral, c'est-à-dire le modèle hollandais et non plus danois. Nous, on fonctionne avec nos porcheries danoises sur litière. Et là, c'est la fameuse porcherie hollandaise, le fameux caillobotis intégral. Alors, vous savez ce que c'est, hein, les cochons sont directement sur leurs faux alisiers, il y a des barres parallèles en béton qu'on appelle des caillobotis, et il y a ça à peu près entre chaque barre, et au fur et à mesure que les cochons pisent et ici, ça tombe directement sur la fosse en dessous. C'est pour ça qu'ils sont propres comme des sous-neufs. Madame, oui. Oui, oui. Et puis Gourvenec, ben, rien à faire. Il a mis des passerelles comme ça, il se promène tous les matins, faire un petit coup d'œil pour voir si tout va bien. Mais c'est tout, puisqu'il y a un alimentateur automatique, il y a un abreuvoir automatique, rien à faire. Ça roule. Rien à faire. Ça roule pour vous. Vous comprenez? Alors, au retour dans le car, mais je vous dis pas, hein, il n'y a plus que caillobotis intégral. Et toute la production porcine bretonne va copier le fameux caillobotis intégral, à commencer par Montserrat de Corlay. Ils vont tous agrandir leur porcherie avec le fameux caillobotis intégral. Eh oui. Alors, je vous fais un aveu, hein, j'étais le président du CETA à l'époque. J'ai rien dit. J'ai pas dit, mais attention, il y a ceci, il y a ça, rien. J'ai laissé l'emballement. Hein, et pourtant, si on avait eu un petit peu de jugeote quand même, un peu de bon sens, ben, chez Gourvenec, les cochons étaient propres. Et il y avait des fleurs. Mais ben Dieu, ça sentait mauvais. Ça pue à l'extérieur et ça pue à l'intérieur. À tel point que dans le car au retour, nos vêtements, complètement imprégnés, on était resté longtemps chez Gourvenec. Donc ça aurait pu nous interroger. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les voisins, les enfants à l'école, qui pensent évidemment dans la porcherie. Bon. Ne se poser aucune question sur les odeurs, c'était le dernier de nos soucis. Pas du tout. On aurait pu se poser la question aussi pour la santé des cochons, parce qu'ils étaient quand même entassés, attention, 12 cochons par case, 0 mètre carré 66 seulement par cochon de 100 kilos, entassés les uns sur les autres. Le nez sous le caillebotis, donc respirant en permanence l'ammoniac. L'azote. Et l'hydrogène sulfuré. Les algues vertes, hein, attention. Il y a des doses qu'il y a en algues vertes, mais c'est sûrement pas très bon. Et voilà, donc pour la santé des cochons. Alors évidemment, le problème était résolu par en mettant des antibiotiques dans l'aliment. Et puis la piqûre. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème celui-là. Et même, c'est un problème pour les éleveurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la mutualité. Hein. Ils ont beaucoup de problèmes au bout de 7-8 ans, les porchers, avec l'ammoniac qu'ils respirent en permanence sous les poumons, il y a des problèmes pulmonaires graves. Voilà. Bon, on ne s'est pas posé aucune question de ça. Hein. On aurait pu se poser aussi la question, mais là, c'était hors de notre entendement à l'époque. Ce lisier qu'on avait à peine entrevu, ce lisier était caché par des peupliers. Est-ce que ça va remplacer le fumier pour la fertilisation des terres? On aurait pu se poser la question. On sait aujourd'hui que non. Ça n'a rien à voir. Le fumier, c'est de la matière organique, c'est de la matière vivante et qui enrichit le sol. Et le lisier, ça détruit les vers de terre, ça détruit la bonne, ça amène de la flore dangereuse hein, sur les terres et pour les animaux d'ailleurs. Donc c'est le jour et la nuit. Et puis on aurait pu s'interroger par rapport à l'environnement. Mais on était incapable de se poser cette question. On sait aujourd'hui que le lisier, l'azote, c'est sous forme minérale, principalement, et que c'est très vite lessivé. C'est notre problème en Bretagne. Et que vous pouvez donc épandre ça que à des périodes très précises, au moment juste où la plante pousse, hein, mais vous ne pouvez pas balancer ça dans l'environnement à tout bout de champ. Hein, donc c'est très difficile à maîtriser. Parce que c'est de l'azote minéral. Contrairement au fumier et au compost. Le compost, c'est quasiment que de l'azote organique et se stocke dans le sol. C'est le jour et la nuit. Bon.
On ne pouvait pas se poser cette question, parce qu'à l'époque, personne ne parlait de pollution de l'eau par le nitrate. Et on aurait même pu au moins s'interroger. Figurez-vous, c'est rigolo, mais c'est comme ça. C'était la première fois que nous voyions des cochons sans queue. Vous savez que le cochon, c'est un animal célèbre, sa queue en tire-bouchon. Le cochon, il a une queue en tire-bouchon. D'ailleurs, on le guide par là. Et bien là, Gourvenec, il nous a expliqué. Je coupe systématiquement la queue de mes porcelets à la naissance. Et si je ne le fais pas, j'ai des ennuis. Parce que le cochon, c'est un animal fouineur, et comme il n'a plus de litière à fouiner, et qu'il est entassé les uns sur les autres, et bien il fouine dans le derrière du voisin. Il mordit la queue du voisin. Ça commence à saigner, quand ça saigne, on tous sur le même. Et le cochon capoute. Et s'il ne meurt pas, il est saisi à l'abattoir, parce que l'abcès, il y a des abcès pleins dans la côte latérale. Donc mon système ne marche que parce que je coupe la queue des cochons à la naissance. Voilà. Et vous avez beaucoup de mal maintenant à trouver un cochon avec sa queue. Demandez à votre boucher une queue de cochon, beaucoup qui l'ont. Il faut vraiment avoir des cochons solitaires pour pouvoir avoir la queue. Voilà. Alors voilà le modèle qui se met en place en production porcine. Et ça va être une frénésie de développement sans arrêt. On double tous les ans pour arriver à des 2000 truies, certains éleveurs, des Côtes d'Armor. C'est encore plus. En Espagne, j'ai les 10 000 truies. Oui. Modèle industriel, quoi. Caillebotis intégral. On fait des cathédrales à cochons. Avec des problèmes qu'on a donc sur l'environnement et même pour la qualité de la viande, c'est pas la même chose. Bien. En parallèle, qu'est-ce que deviennent nos vaches? Eh bien pareil, on va labourer nos belles prairies, même de trèfle blanche et d'accorlée, pour mettre à la place le fameux maïs fourrage. Modèle américain. Les Américains nous vendent la semence de maïs hybride et par-dessus le marché, ils nous vendent leur soja. C'est eux qui ont inventé le maïs fourrage pour vendre leur soja. Et alors ça, il y a une propagande, mais c'est incroyable. Il faut avoir vécu ces années 70-75 pour voir cette espèce de propagande éhontée pour le maïs fourrage. Il n'y a que maïs fourrage. La Chambre d'agriculture, toutes nos coopératives, les écoles, partout, c'est que maïs, 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 maïs. Mon pauvre CETA de Corlay, je suis le président. Si je fais une réunion du CETA sur autre chose que le maïs, et en particulier sur l'herbe, je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne. Et je raconte ça dans mes champs du possible. Un jour, ma mère, 72 ans, personne de bon sens, il y en a une sur la terre, elle s'amène chez moi, elle me prend 4 yeux, et me dit, mais comment, toi, Dédé Pochon, qui est tant de progrès, mais pourquoi que tu ne fais pas, comme les autres aussi, que tu ne fais pas du maïs? Rendez compte? Alors je me suis dit, peut-être qu'en effet, je suis un retardataire cette fois, et puis voilà, alors j'ai fait comme les autres, je me suis mis aussi ce fichu maïs. Quoi. Aïe, 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 aïe. Oh, il y aurait un roman à écrire sur le maïs breton. Bon, ça a démarré dans les années 69, 70, bon, premières années, à peu près, hein, et surtout que souvent on mettait le maïs derrière un retournement de prairie. Oui. C'est encore meilleur. Oui. Arrive l'année 72. Alors là, le maïs, il n'avait commencé à pousser que vers le 20 juillet. Il avait bien mis 6 semaines à sortir de terre, sortait tout jaune, puis après, il ne bougeait plus. Il a commencé quand même vers le 20 juillet, faire un petit bond, et au 8 septembre, je l'ai généralisé. Tous les épis gelés. On récoltait ça vers le 15-20 novembre, dans la boue. Ça valait rien. On aurait été intelligent, on l'aurait laissé sur place. Quand il n'y a pas d'épis dans le maïs, c'est de la paille. Hein. Mauvaise paille. On l'a récolté quand même, mais on a été déclaré sinistré.
bonne affaire. Et on a lougé la pépette. Ramène des sous. On a lougé la pépette, sinistré. Hein, 73, bonne année. Année plutôt chaude, un orage de 4 juillet. Les anciens s'en souviennent, il y avait même un mot Ah oui. Saint-Brieuc, une voiture. Ouais. 4 juillet, Ouais. qui a sauvé le maïs. Donc bon maïs en 73. Enfin, et alors là, on triple les surfaces. 74, alors là, cata à nouveau. Alors là, la cata des catas. L'armée est venue nous aider à sortir notre maïs au 15 janvier. Oh, mais c'était une affaire incroyable, incroyable. On avait un entrepreneur, nous, qui était venu de la région de Vannes. Je le vois encore sur sa machine battant des ailes, là, au mois de janvier. Mais on aurait du maïs comme ça chez nous, mais jamais, jamais, jamais plus on mettrait de maïs. Un entrepreneur, avec sa machine 3 rangs, il disait ça. Ben, on a continué de plus belle, mais attention, sinistré à nouveau. Payement. 75, rien à dire, 76, sécheresse. Alors là, sinistré à nouveau, et là, c'est la pépette. Alors c'est Giscard, bon, non seulement il y a la prime, la subvention, mais il y a le prêt à 2%. C'est vous qui avez payé. Hein. Pourvu que ça dure. Ça a contribué peut-être à foutre Giscard en l'air après. L'impôt sécheresse, il avait appelé ça. Ah oui, Rappelez. ouais. Jusqu'en 92, dans notre département ici, au moins dans certaines régions, notre maïs a été déclaré sinistré quasiment une année sur 2. Et à chaque fois, sans problème. Il y a des sous. Sacré maïs, ça a toutes les subventions possibles. Alors, depuis 92, il est subventionné en permanence. 2500 francs d'hectare. Il n'y a que depuis cette année que la subvention n'est plus que de 25% de ce qu'elle était. Sacré maïs. La ferme expérimentale de Crécom. Le rendement moyen à Crécom, 7 tonnes de matière sèche. Non, mais depuis d'ailleurs. Hectare. À 7 tonnes de matière sèche hectare, tu laisses l'air pousser tout seul dans ton champ, tu en auras plus. Et ça a continué quand même, sacro-saint. Alors, le résultat de ce sacro-saint maïs, non seulement les gens sont en difficulté, perdent de l'argent, ça coûte cher, attention, ça coûte cher. Mais par-dessus le marché, eh bien, comme on gagne peu, eh bien, il faut agrandir les fermes et agrandir le nombre de vaches par ferme. Grosso modo, là, on vivait très bien avec 20 vaches sur 20 hectares, eh bien, il faut 40 vaches sur 40 hectares pour gagner à peine autant d'argent qu'avant, avec l'autre système. L'autre système, on ne dépense pas. Mais avec le maïs, on dépense beaucoup. C'est faramineux, fabuleux pour le système commercial, mais pas pour l'agriculture. Et malheureusement, ce fichu maïs, non seulement sur le plan économique, c'est une catastrophe, mais sur le plan environnemental, c'est une catastrophe aussi. Pour plusieurs raisons. Ça laisse la terre nue quasiment 8 mois. Il commence à pousser que fin juin. Et on le récolte début octobre. Vous voyez, 4 mois de pousse. Tout le reste, c'est la terre nue. Et donc, qui dit terre nue, érosion. Qui dit érosion, dit phosphate, métaux lourds, tout ça, qui vont dans les ruisseaux et dans la baie. S'il y a tant de phosphate dans la retenue de Saint-Barthélemy, on ne sait plus que faire avec le phosphate dans Saint-Barthélemy. Et dans la baie de Saint-Brieuc, l'affaire du maïs, une grande, grande responsabilité. Terre nue. Il faut des pesticides pour lutter contre les maladies et surtout contre les mauvaises herbes. Et pendant très très longtemps, on a traité le maïs à l'atrazine pour tuer tous les mauvaises herbes. Ça tue tous les mauvaises herbes sauf le maïs. Ben oui, mais l'atrazine, c'est cancérigène. C'est interdit maintenant. Mais on en a mis pendant des années et des années à tire-larigot. Et plus on allait, plus on en mettait, parce qu'il plus il en fallait, et puis finalement il était beaucoup moins cher à la fin qu'au début. Il y a toujours de l'atrazine mesurée dans l'eau, aujourd'hui, alors que c'est interdit depuis 4 ans. On en trouve toujours. Ça fait le circuit complet. Il y en a dans l'air qu'on respire.
Et sur le plan des nitrates, eh ben, c'est une catastrophe aussi. Premièrement parce que la maïs c'est une plante qui pompe peu d'azote. C'est une plante pauvre en protéines. C'est pour ça qu'il faut du soja pour l'équilibrer. Et donc ça pompe très peu. Mais c'est une plante sur laquelle on a tendance à mettre tous ces excédents d'éjection. Parce que c'est une plante qui ne verse pas. Vous mettez trop d'éjection sur un blé, il va verser. Sur un maïs, non. Donc pendant des années, ça a été le dépotoir. Tout le lisier de la région allait sur les terres à maïs. On ne va pas mettre sur les pâtures, on va empoisonner nos vaches. Sur les céréales, on va pas aller avec des tonnes à lisier sur des céréales, ça quand j'ai le blé. Il allait où? Sur la terre à maïs. 4-5 fois les doses nécessaires. Je dis quelquefois, si dans ces conditions-là, la Bretagne n'eût pas été polluée, eh ben c'est que la Bonne Vierge se serait déplacée de son socle de Lourdes pour venir faire ici un miracle pour les Bretons. Mais elle n'est pas venue. Je crois qu'elle a eu raison. Et il y a des règles mécaniques. Vous mettez trop d'azote par rapport à le besoin de la plante. Le trop, ça va soit dans l'air, soit dans l'eau. Pas de miracle. Voilà. Dites-vous bien que ce développement à ce point de la culture du maïs fourrage, c'est une vraie catastrophe. Et on ne retrouvera nos trop que si on diminue nos surfaces en maïs. Et que si on change notre modèle de production porcine et qu'on fasse des cochons sur litière et non pas sur caillebotis intégrale. Et on sait faire parfaitement aujourd'hui des cochons sur litière. Et on est un peu en pointe ici. Savez-vous qu'avant-hier, j'ai passé ma journée avec qui? Avec le Conseil général et une délégation de Saône-et-Loire. 3 élus et 3 associations, 3 responsables d'associations, plus un journaliste. 7 dans la même voiture. Ils ont passé la journée à visiter nos porcheries sur litière, figurez-vous. Ils sont repartis à 8h30 du soir. Ils sont arrivés à 3h30 chez eux. Voilà. Il y en a beaucoup. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'on reçoit des gens venant d'ailleurs pour venir voir nos porcheries sur litière, parce qu'on a quand même pas mal maintenant de porcheries sur litière. Et un truc intéressant, c'est qu'on commence à avoir des dirigeants agricoles. Oui, oui. Le vice-président du CDJA, quand il s'est installé, il a fait une porcherie sur litière. Et un ancien président du CDJA, Pélo, porcherie sur litière aussi. Sans que ça commence quand même à bouger. Malgré le frein des groupements de producteurs. Vous savez que la production porcine, elle est toute en groupement de producteurs. Il n'y a pas de producteurs indépendants, si vous voulez. C'est tout un groupement de producteurs parce que les aides et tout ça, ça vient par le biais, même les cautions pour le prêt, c'est groupement de producteurs. Donc, et les groupements de producteurs, c'est que caillebotis. Alors ça a un frein énorme. Ça commence à bouger parce que, par exemple, la fameuse Coperle, on parlait de la Coperle. Ouais, en bas, oui, en bas. Bon. Et bien la Coperle, chaque fois que je leur parlais de litière, alors là on riait au nez, carrément, un rire qui n'en finissait pas. Et puis, figurez-vous que la Coperle, maintenant, elle a un débouché en Angleterre, mais attention, à condition que les cochons soient sur litière. Bien-être animal. Alors, il n'y a pas longtemps, à la préfecture, de petit gueuleton, j'ai trouvé le président, le directeur. On s'est dit, mais j'ai entendu dire que vous aviez un débouché en Angleterre, mais il faut que ce soit sur litière. Oh, ben, ils ont tourné tout de suite. Ah, j'en pas resté discuter. Et c'est la réalité. Alors ça va faire bouger. Parce qu'en effet, ils restent attachés au bien-être animal et ils ne veulent plus de cochons, ils ne veulent plus d'œufs de poules en cage. Poules en cage, vous connaissez. Oui. Et ils ne veulent plus de cochons sur le fameux caillebotis.
C'est eux qui vont faire bouger les choses. Il y a aussi les directives européennes. Vous savez que désormais, à partir de 2013, il n'y aura plus le droit d'avoir une seule truie en case. Là. Vous savez que les truies, il y a 10 ans, elles étaient attachées. Après, ça a été supprimé et remplacé par des truies individuelles. Vous n'avez jamais visité? Non. Elles sont entre barreaux, quoi. La large comme ça. Et la truie, elle est là-dedans. Elle peut juste debout Oui. et s'asseoir, mais elle ne peut pas s'allonger. Et elle est toute la journée là. Elle a l'auge devant, une barre devant. Mais c'est incroyable, il faut voir ça. D'ailleurs, ceux qui ont vu l'émission de Janus Bertrand à laquelle je participais, là, eh bien, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Non pas les cochons français, mais les cochons québécois. Parce que figurez-vous que Janus Bertrand, il a voulu rentrer dans les élevages de porcs sur Caillebotis Intégral, en Bretagne, ici. Je lui avais fourni 14 adresses, 14 éleveurs. Ils ont téléphoné à tous les éleveurs, personne n'a accepté. Et du coup, il s'est rabattu sur le film Bacon, québécois. C'est un film qui a filmé justement les élevages, mais c'est exactement le système qu'on a ici. Les cochons, c'est des camps de concentration. C'est affreux, je ne comprends pas qu'on ait pu imaginer d'élever des animaux de cette façon. Barbarie. Ah, c'est la barbarie. La barbarie. Alors l'Europe, maintenant, oblige au bien-être animal, et les truies, en 2013, c'est fini. D'ailleurs, les nouvelles porcheries, ils doivent toutes être en casse collective, en liberté, et les anciennes devront toutes être supprimées à partir de 2013. Heureusement, il y a l'Europe pour faire évoluer les choses. Mais ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Les poules en cage. Vous avez vu comment c'est? 5 poules qu'il y avait dans une petite cage, rien du tout. Le bec en haut, ça. Ma mère, quand elle avait vu ça, elle dit des bêtes sacrifiées. C'est ça qu'on a fait. Oui. Et souvent des anciens de la JAC, Jeunesse agricole catholique, formés à Maritain, formés à Emmanuel Mounier, et se payer le culot de traiter les animaux de cette façon-là. Voilà. Alors voilà la dérive, et beaucoup due quand même à la politique agricole commune. Je ne vous ai pas tout dit, mais cette politique agricole commune qui garantissait des prix réguliers, tous les ans en augmentation, elle garantissait les prix par un mécanisme qui dure toujours, bien qu'on commence à le mettre un peu en dèche, la préférence communautaire. C'est-à-dire que tous les céréales, tous les produits laitiers, toute la viande qui rentre en Europe sont taxés aux frontières pour faire que les prix ne baissent pas en Europe. Le marché commun agricole, c'est la préférence communautaire, c'est ça. On appelle ça des prélèvements aux frontières. Et puis quand on exporte sur le marché mondial, c'est des subventions pour exporter. Bon. Alors ça, c'est la base du marché commun, de la politique agricole commune. Seulement, voilà, il y a une brèche. On est effectivement protégé des céréales mondiales. Chaque quintal de blé, d'orge, d'avoine, de maïs qui rentre en Europe, il est taxé. Eh oui, mais il y a une brèche. Il y a une brèche pour le soja. Le soja n'est pas taxé. Et même au fil des ans, ce qu'on appelle les produits de substitution aux céréales, c'est-à-dire le manioc, corn gluten feed, pulpe de ceci, pulpe de ça, hors taxe aussi. Donc on s'est trouvé dans une situation vraiment ubuesque, extraordinaire, où on peut nourrir nos vaches, nos cochons, nos poules, avec de l'aliment au prix mondial, moitié moins cher que le prix garanti européen, alors que la viande et les produits laitiers sont payés au prix garanti européen le double. Tout le développement d'élevage industriel hollandais, breton, partie de la Belgique, flamande, et même Danemark, s'explique par ça. Les pays près des ports, on importe de cet aliment au prix mondial, et puis veux-tu que je parle. Une situation incroyable. C'est pour ça qu'on attend d'élevage hors sol chez nous.
et qu'on a notre trop pollué en définitive. Vous voyez, il y a des décisions politiques qui ne sont pas anodines. Alors aujourd'hui, c'est un peu battu en brèche parce que les céréales sont beaucoup moins protégées qu'avant, donc on a tendance à rejoindre le prix mondial pour les céréales. Quand il est élevé, comme il y a 2 ans, il est très élevé, mais bon, actuellement, il n'est pas très élevé. Donc les céréales sont beaucoup plus bas depuis la réforme de 92 d'ailleurs, et donc on n'a plus tellement intérêt à importer du manioc et du corn gluten fit. On emploie ses propres céréales. Et pour le soja, eh bien, contrairement au prix des céréales, le prix du soja est élevé. Avant, il était le même prix que les céréales. C'est bien qu'on avait des protéines pour rien. Mais aujourd'hui, il est le double. Et il continue d'augmenter, si bien que vous diront, les éleveurs laitiers, les éleveurs de porc, aujourd'hui, là, eh bien, même que le prix des céréales a baissé, l'aliment ne baisse pas beaucoup parce que le soja continue d'être élevé. Mais pendant 35 ans, on a fonctionné avec ce système. Aliments au prix mondial, lait et viande payés au prix garanti au fond. Voilà. Alors c'est ça le modèle breton, dont on se gausse, et qu'on dit extraordinaire, modèle breton, vous voyez. On nourrit là, tout le monde. On nourrit rien du tout. L'Europe n'est pas autosuffisante. On a bien sûr trop de céréales, trop de produits laitiers, trop de viande, etc. Mais c'est dû à l'aliment qu'on importe du marché mondial. C'est pas du sol breton. Et s'il y avait un président américain qui mettait l'embargo sur le soja, comme Nixon avait fait en 1974, eh bien, on serait tout le bec dans l'eau, un cochon couvé. Ils nous tiennent en fait par le soja. Voilà. Alors, face à cette situation, on est quelques-uns à avoir réagi, et à commencer par ma pomme. Un beau jour, je me suis crié dans une réunion publique, devant 400-500 personnes. Il y avait à mes côtés la passionnariat bretonne, Anne-Marie, à la tribune avec moi. Et puis je me suis dit, j'ai dit à tout le monde, oui, on est mal parti. Si on continue dans ce modèle de développement, on va dans le mur. Il faut absolument revenir à des systèmes fourragers basés sur la prairie, et il faut avoir un élevage beaucoup plus lié au sol, etc. Donc j'ai poussé un coup de gueule. Et comme il y avait des journalistes dans la salle, ils ont repris mes propos. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait des ennemis. Ben oui. Des amis aussi. Et en particulier les élus. Ah oui, le conseil général, de gauche et de droite, même de droite. Eh oui, il y avait même un conseil général, le curé là, de Rostronin, il a envoyé, quand on a créé le CELAPA, il a envoyé sa cotisation en triplant la dose, pour nous soutenir. Voilà. Et donc, à partir de mon coup de gueule, j'ai lancé l'idée, avec quelques copains, de mettre sur pied une association qui finalement s'est appelée Centre d'études pour un développement agricole plus autonome, en quelque sorte, montrer qu'on pouvait produire autant mais en dépensant moins. Et donc du coup en polluant moins. Voilà, donc c'est la naissance du Centre d'études pour un développement agricole plus autonome. Et on est 8 agriculteurs à créer ce centre d'études. Et on a d'emblée le soutien de l'administration, figurez-vous. Le DDA de l'époque nous met à disposition 2 de ces grands ingénieurs, 2 sous-directeurs, pour venir nous épauler, pour faire nos papiers, tout ça. Et le Conseil général va d'emblée financer cette initiative du CELAPA. Et ça fait 25 ans que ça dure. J'étais d'honneur. Quand ce pochon se met à dénoncer le système, c'est très dangereux. Cette initiative. Et donc j'ai eu ces gens-là, jusqu'à maintenant. On a en quelque sorte la chance une bourse pour d'avoir, trop public, non. de n'être pas tout à fait dans le mur. Procès, et puis on sait finalement quoi faire pour aussi bien retrouver l'eau. Mais j'ai eu l'écoute des la santé élus du économique des département. exploitations. Ah oui.
Le On Conseil a général. derrière nous De gauche et des de droite. agriculteurs nombreux qui pratiquent les méthodes du CEDAPA et qui, finalement, font la preuve que ça marche. Donc on n'est pas dans le mur, on n'est pas là à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver l'eau pure, qu'est-ce qu'il faudrait faire, pour falloir faire des expériences et tout ça et tout ça. Tout ça, c'est fait. C'est réalisé. Et on a eu un suivi pendant 5 ans de nos exploitations par l'INRA. Ils ont publié un ouvrage comme ça, qui s'appelle « À la recherche de l'agriculture durable », 250 pages, et qui montre qu'effectivement, les gens du CEDAPA, ils travaillent moins que les autres, ils polluent 10 fois moins, et ils gagnent plus. On va voir ça demain. Donc on sait que faire. Alors le quoi faire, eh ben, c'est simple, hein, c'est revenir au système fourrager des bovins et des moutons basé sur l'herbe, sur la prairie, à base de traitement, sans engrais azotés. Et puis c'est d'élever nos animaux, les loger sur litière, et non pas sur le fameux lisier. Et derrière ça, bien évidemment, il y a toute la rotation des cultures, la prairie comme tête de rotation, etc., hein, qui fait que c'est un tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que le NIRA s'est intéressé à ce point à nous, parce qu'il nous suit pendant 5 ans, c'est pas rien. Hein. C'est un programme qui a coûté très cher. Il y a eu 27 exploitations de fusil, 2 bassins versants en comparaison. Voilà. Alors donc, c'est la note d'espoir que je vous disais au début, qu'on peut concilier économie et écologie, on peut avoir des agriculteurs qui gagnent bien leur croûte tout en respectant l'environnement et la qualité des produits, eh bien, c'est basé sur l'expérience du CEDAPA. Voilà. Voilà mon programme. Voilà ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter les points clés de l'agriculture durable, le cahier des charges qui va avec, les résultats économiques comparatifs avec l'agriculture conventionnelle et les résultats environnementaux et même les conséquences par rapport à l'effet de serre. Vous voyez, c'est un panorama complet. Il y en a 6. Et le socle, le point fondamental, c'est cette notion d'équilibre. Sol, plantes, animaux. Ça veut dire que le sol fait pousser les plantes nourrissent les animaux, et que les déjections des animaux retournent nourrir le sol, sous forme de fumier ou de compost. Alors, la notion d'équilibre, ça va même plus loin, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il ne faut pas trop charger les transparents. La notion d'équilibre, c'est aussi tout la biodiversité, c'est l'écosystème. Si vous voulez que ça marche, il faut éviter les mornes plaines. Autrement, d'une région qui a tout arasé, qui a tout drainé, il n'y a plus de talus, il n'y a plus de haies, il n'y a plus de mares, il n'y a plus rien du tout de tout ça, de zone humide, ça c'est mauvais, puisque vous avez détruit la biodiversité. Et que c'est indispensable pour la protection des plantes, et même des animaux. Les talus, ça a un rôle. Il y a tout un tas de bestioles là-dedans qui ont un rôle vis-à-vis justement de... on sait par exemple, même des guêpes, tout le monde a peur des guêpes. Les guêpes, c'est indispensable pour lutter contre certaines autres parasites. Vous avez des coccinelles aussi, on connaît mieux l'affaire des coccinelles, mais c'est général ça. Si vous détruisez tout qui est haies, zones humides et tout ça, c'est mauvais. Et vous savez que la communauté européenne, Bruxelles, sont à cheval là-dessus. Il y a des aides spécifiques pour les gens qui conservent leurs talus, leurs arbres, etc. Et maintenant, il va y avoir des taxations pour les gens qui en auront pensé. C'est le béaba. Donc la notion d'équilibre, elle est globale. Bon, quand on a ça, c'est assez facile de déboucher sur un bon assolement, c'est-à-dire une bonne rotation des cultures. Et, bon, par exemple, on sait qu'un assolement qui a comme tête d'assolement une prairie, qui va rester 4, 5, 6 ans en place, eh bien c'est formidable parce que la prairie fabrique de la matière organique, développe les vers de terre et tout ça. Et donc les cultures qui vont venir par derrière et viennent à moindre dépense, grâce à la prairie dans la rotation. Des plantes adaptées au sol et au climat, ah oui. Quand on a un peu de bon sens, on sème, on fait pousser des plantes qui viennent bien chez nous. Et non pas aller mettre du maïs fourrage en centre-Bretagne qui ne fait pas assez chaud. Si, maintenant ils mettent du plastique.
il récupère la chaleur. Mais voilà. Quand on est dans les régions sèches et chaudes, on fait de la vigne, on fait des agrumes et tout ça, mais quand on est en région plus froide, tempérée, comme le centre-Bretagne, eh bien on va faire de l'herbe, on va faire des céréales, on va faire des betteraves, des choux, mais pas de la vigne, pas de tournesol, et pas de maïs. C'est pas fait pour nous, ça. Voilà. Alors l'affaire du maïs est vulgarisée partout. Vous allez partout en France, il n'y a que le maïs partout. Dans toutes les écoles d'agriculture, c'est maïs. C'est le bon Dieu, c'est la panacée. Hein? Dans tous les champs, vous voyez que ça? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, un point très important du fumier plutôt que du lisier, c'est-à-dire que quand on a des animaux sur la ferme, et on a vu qu'il en fallait, eh bien il faut les loger, si on les loge, il faut les loger sur litière. Et du coup on fait du fumier, ou du compost, et non pas le fichu lisier. Et c'est le jour et la nuit pour le confort des animaux, pour le bien-être animal, et c'est le jour et la nuit pour les sols. Et c'est le jour et la nuit même pour la pollution. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Voilà. Alors, l'herbe, c'est la base de l'alimentation des ruminants, des herbivores. Donc il faut revenir à l'herbe, vous avez vu pourquoi. Et puis il faut donner une priorité aux investissements productifs. Les engrais de fond, les animaux qui transforment bien la nourriture, les plantes, les semences qui ne sont pas dégénérées, tout ça, c'est un bon investissement. Mais si vous mettez votre argent dans des gros tracteurs, des bâtiments très sophistiqués, etc., ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Gros matériel, c'est un fil à la patte de l'exploitant. Pas rentable. Voilà. Et ça débouche sur le cahier des charges de l'agriculture durable. Ça va être un peu compliqué pour vous, mais oui. C'est un système fourrager basé sur l'herbe, puisqu'on doit avoir au minimum les 3/4 de la surface fourragère en herbe. Et les prairies sont en base de trèfle blanc sans engrais azotés. Et l'alimentation hivernale à base de foin. On tolère du maïs en silage, mais limité, maximum 1/3 de la ration pendant 5 mois maximum. Alors on arrive maintenant à la comparaison économique. Oui, ben voilà, 91. Bon, j'ai quitté l'exploitation en 91. À tout seigneur, tout honneur, j'aime bien vous rappeler un peu ce que je faisais. J'avais un produit brut en francs et en euros. Bon, moi je parle en francs. Mais on n'achetait pas beaucoup, c'est bien qu'il y avait une valeur ajoutée très importante, 87% par rapport au produit. Mais un temps de travail, entre mon épouse et moi, vous voyez, on faisait un temps de travail à peu près normal entre nous deux. Ici, il y a d'autres résultats en Vendée, parce qu'en Vendée, on a toute une équipe là-bas d'agriculture durable, et les gens se sont reconvertis. Il y a 24 exploitants, 10 exploitations, parce que c'est des GAEC. Ben, vous voyez l'évolution, c'est une d'elles, j'aurais pu les prendre les 10. Voilà, l'évolution c'est quoi? Ben, c'est moins de maïs en silage, 3 fois plus de prairies de trèfle blanc, suppression des prairies de raies pures, le quota laitier a légèrement diminué, la production laitière, mais les engrais ont diminué 2,5 fois, l'achat de concentré de soja, pareil, carburant lubrifiant, même chose, moitié, les travaux par tiers même. Vous voyez, c'est bien que le résultat de l'opération, mais je ne comprends pas, ça ne marche plus bien, la dernière ligne est sautée. Et je vois que plus je vais, plus ça remonte. Enfin, grosso modo, ils gagnent 1/3 de plus qu'avant, depuis leur reconversion. Voilà. Alors, une autre exploitation individuelle, celle-là, chez nous en Côte d'Armor, un gars qui s'est reconverti. Avant, il dépensait 0,22 centimes par litre de lait produit en fourrage. Il est tombé à 0,102. Il dépensait 0,25 de concentré. Il est tombé à 0,124. Vous voyez,
il a gagné plus de la moitié sur son coût alimentaire du litre de lait. Si bien que, bon, on n'a pas mis les chiffres, mais il est passé de 200 000 à 300 000 de revenus. Alors, on retourne en Vendée, le groupe des 24 agriculteurs, là, des exploitations durables, comparé aux exploitations voisines. Il y a deux groupes. Il y a un groupe avec la même surface et le même quota laitier. Et un groupe avec le même quota laitier, mais beaucoup plus de surface. C'est-à-dire qu'ils font des colzas, des tournesols, etc. en plus. Eh bien, vous voyez, le revenu avec prime, 130 KF dans les reconvertis contre 107. Mais si on supprime les primes PAC, eh bien, il tombe à 114 KF, mais 114 KF, c'est pas si mal que ça. Et les autres tombent à 72, et même le groupe des grandes cultures tombe à 45. Ceux-là, ils sont complètement dans la nasse. Autrement dit, ces gens-là, ils vivent grâce aux primes. Voilà, et par rapport au produit brut, vous voyez, 33% contre 15% et même 8% seulement. Bon, on continue. Alors, on revient à Côte d'Armor, sur le Gouette. Le couple d'agriculteurs durables, là, il a un peu moins de production laitière, à 5500 litres contre 7100, la moyenne du département, enfin, de la comptabilité, ceux qui sont au centre de gestion. Le chargement est plus faible également, le nombre de vaches à l'état, si vous voulez. Mais le prix de vente du lait est plus élevé, parce qu'il est de meilleure qualité, plus de taux protéiques, plus de taux bireux et moins de micro. Le coût d'aliments concentrés pour produire un litre de lait, presque la moitié moins, 0,14 contre 0,24. Le coût des fourrages, 0,10 contre 0,22. Si bien que la marge alimentaire par litre de lait, elle est à 2 contre 1,70. Elle gagne 30 centimes de plus par litre de lait produit. Et même les frais vétérinaires sont en diminution. Et même les frais de reproduction. Frais d'insémination. Alors, celle-ci, maintenant, on va comparer 74 fermes avec des fermes conventionnelles. 74 fermes du réseau. Sur la Bretagne. Alors, les moyens de production. Vous voyez, le RAT, c'est le réseau. Le RICA, c'est les conventionnels. Donc, sont spécialisés en lait. Le RAD est un peu plus spécialisé en lait. On a un peu plus de travailleurs, même familiaux, encore plus de différence. La SAU, il y a 1,5 hectare de plus dans le RAT, mais ramené au nombre de travailleurs, c'est plus faible. Le quota laitier est un peu plus élevé, et le volume de lait vendu aussi, mais le nombre de litres de lait vendus par UTH est plus faible, puisqu'il y a plus de travailleurs. Et l'effectif de vaches laitières, 44 contre 37. Il y a un peu plus de vaches laitières, et il y a moins de bétail, viande, si vous voulez, sur les farms. Voilà. Donc, on a plus de travailleurs. Voilà. Bien. Alors, regardez bien ça, c'est ça qui est important. Voilà la différence. Dans le RAD, il y a 74% de la surface qui est en prairie. Chez les autres, 53%. Et il y a 9% en maïs et les autres, 24%. La différence, elle est là. Dans un cas, beaucoup plus de prairie. Dans l'autre cas, beaucoup plus, par contre, de maïs. C'est ça la différence. Et du coup, il y a beaucoup de prairies. Les durables nourrissent pour l'essentiel leurs vaches au pâturage. Et si bien qu'il y a moins de fourrage stocké. C'est à comprendre. Bien. Bon, voilà. Alors, regardez bien ça, c'est ça qui compte. Le résultat économique comparé. Le résultat, le produit courant, est à peu près le même. Un peu plus dans le RAD. Mais de fois rien. Par contre, la valeur ajoutée est beaucoup plus forte, à 10 000 euros de plus. C'est des euros, là. C'est des chiffres récents. La valeur ajoutée est beaucoup plus forte.
l'excédent brut d'exploitation beaucoup plus fort aussi, et le résultat courant, en fait, ce qui reste dans la poche de l'exploitant, il y a plus de 10 000 euros de plus. Et ce n'est pas les primes, puisque les primes PAC sont plus faibles, 6 400 contre 10 900. Par contre, c'est rééquilibré par les primes MAE, dues au cahier des charges. Ils récupèrent une partie de ce qu'ils perdent. Mais au total, il y a quand même moins de primes, 10 615 contre 11 306. En tout cas, c'est pas là. C'est pas le supplément de primes qui fait la différence de revenus. Voilà ce qu'on voulait dire. Bien. Alors, pourquoi on a 10 147 euros de résultats courants en plus, avec plutôt moins d'aide publique? Pourquoi? Ben, voilà la réponse. Oui, c'est curieux, ça fait la deuxième fois que ça m'arrive que le bleu ne sort plus. Bon, pourquoi? Ben, c'est parce qu'on dépense beaucoup moins en semences, en produits de traitement et en engrais. Et c'est détaillé là, mais vous ne pouvez pas les voir. Et sur l'ensemble de ces postes, on économise 5 000 euros. Et on économise également en coûts alimentaires. Parce que puis, pour produire 1000 litres de lait, il faut 59 euros dans le cas des durables, et il en faut 100, presque à la moitié plus. Et c'est une économie des fourrages achetés, des fourrages consommés, des concentrés achetés, des concentrés consommés. On économise au total 8 000 euros sur l'ensemble de ces postes. On économise également beaucoup sur les frais de mécanisation. 4 000 euros sur l'ensemble de ces postes. Et tous les postes sont concernés. L'amortissement, le carburant, travaux par tiers, entretien, réparation. Sur tout ça, il y a une diminution très forte des coûts. C'est facile à comprendre, puisque quand on est herbagé, ben, on n'a pas besoin de gros tracteurs, de gros charrues, et on ne laboure pas souvent. Et donc, c'est facile à comprendre qu'on économise énormément aussi sur l'ensemble de ces postes. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas miraculeux. On ne produit pas plus, on produit à peu près pareil, mais on dépense beaucoup moins. Voilà, c'est la caractéristique de l'agriculture durable. Et même pour transmettre son exploitation, c'est légèrement plus facile. Puisque par UTH, par travailleur, on a 93 000 euros contre 112 000 chez les autres. Voilà. Bien. Et on continue par l'intérêt environnemental de l'agriculture durable. Alors ça, c'est des travaux de l'INRA. Ils ont suivi les exploitations en évolution. Ils ont fait 4 groupes, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Le groupe 1, c'est un groupe qui était déjà très extensif. Le groupe 2, groupe 3 était à peu près dans le cahier des charges. Le groupe 4 était productiviste. Ils ont signé le cahier des charges et voilà ce que ça donne. Ils avaient un excédent d'azote hectare, enfin bilan apparent, de 155 unités d'azote hectare. Gros pollueur. Quand on a un excédent apparent à 150 unités, on est gros pollueur. C'est-à-dire on contribue aux nitrates dans l'eau et aux algues vertes. Eh bien, ils ont signé le cahier des charges, ils se sont reconvertis à la prairie trèfle blanc, moins de maïs, etc. Voilà ce que ça donne. En bout de 3 années, ils sont tombés à moins de 60 unités d'excès. Dans les clous. Et rapidement. Vous voyez qu'on peut aller très vite. Alors, en ce qui concerne les pesticides, l'INRA a suivi en comparaison 2 bassins versants, un conventionnel et un bassin dit durable. Alors, il s'agit de quel bassin versant? Mais je vais te dire quand même. Il s'agit d'un bassin versant à Trémargat, sur le Stanco, et en comparaison avec un bassin versant de Pouldu, sur la commune de Peumery-de-Quintin. On a mis du temps à trouver ça. Les scientifiques, c'est petit, attention. Il fallait 2 communes voisines, conditions pédoclimatiques les mêmes. Granit, tout pareil. Alors bon, il y a eu un coup de peau,
Trémargat, tous les gars sur le bassin versant étaient signés, qui étaient chargés du CEGAPA, donc pas de brebis galeuses, et l'autre était tout en conventionnel. Alors, voilà ce que ça donne en pesticides. Le pourcentage de surface agricole utile en culture annuelle est de 68% dans le bassin versant de Pemery de Quintin, les Pouldus. Et il n'est que 10% à Trémargat. Autrement dit, à Trémargat, 90% de la surface agricole utile est en herbe. Il y a très peu de culture. Et l'autre, et après, les 2 tiers. Plus c'est les 2 tiers. Ah oui, mais les traitements, les gens de l'INRA, ben, ils ont mesuré le nombre de traitements. Par parcelle cultivée, bien entendu. Parce que sur une prairie, vous savez bien qu'il y a très peu de traitements pesticides. C'est sur les cultures qu'on met des pesticides pour lutter contre les maladies, du blé, du maïs et tout ça. Hein. Eh bien, dans le bassin versant conventionnel, il faut quasiment 3 traitements par parcelle cultivée. À Trémargat, 1,5. Pourquoi? Ben, comme les cultures viennent maïs sur maïs, du blé tous les 2 ans, etc., etc., ben, évidemment, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de mauvaises herbes, et il faut traiter. À Trémargat, ils mettent, il y a précisément tout en herbe, ils mettent une betterave qui vient tous les 10 ans dans la même parcelle, le blé par derrière la betterave vient aussi tous les 10 ans, donc il y a très peu de pression de maladies et de mauvaises herbes, d'où un demi-traitement seulement. Voilà. Alors, résultat, c'est qu'il y a 39 fois moins de pression pesticide à Trémargat que dans l'autre bassin versant. Et que les chercheurs, ils n'ont pas pu trouver pas trace de pesticides dans le stand-co. Alors que dans le Pouldu, tous ils ont cherché, ils ont trouvé plein pot. Du bon boulot. Ça montre même que sans passer à la bio, on peut résoudre le problème des pesticides. Et tout est basé sur l'herbe. Voilà. Eh bien, on va terminer par ceci. Ça, c'était une étude anglaise sur les prairies. Ben oui, on a très peu parlé des prairies, point de vue pollution, mais sachez bien que les prairies, système breton, uniquement du régras, et une dose d'azote, vas-y que je te. Il faut savoir que pendant des années, ils ont mis jusqu'à 400 unités d'azote à l'hectare, sur prairie, plus encore du lisier. Et bien ça, c'est le roi de la pollution. La preuve, les Anglais ont mesuré ça. Là, je vois, maintenant. Et bien voilà, ils ont comparé donc des régras anglais azotés, 420 unités d'azote, c'est ce qu'on mettait ici avant, avec des prairies très blancs, 0 unité d'azote. Alors, qu'est-ce que ça donne au point de vue pollution? Regardez les chiffres soulignés. Le lessivage des nitrates sous la prairie, 160 unités sous la prairie fortement azotée. 18 sous la prairie très blanche. 160 unités, c'est énorme. On n'a même pas ça sous culture. On pourrait quasiment dire que ce type de prairie, c'est le roi de la pollution. Et c'est ce type de prairie qu'on a fait pendant des années chez nous en Bretagne. Et même ça pollue l'atmosphère, puisqu'il y a 120 unités d'ammoniac qui se dégagent dans l'atmosphère, contre 10 sous les prairies très blancs. Et alors regardez bien ce dernier chiffre. Toutes les prairies fabriquent de la matière carbonée, la matière organique. Et ça veut dire qu'en fait, il y a 100 unités d'azote qui vont fabriquer de la matière organique. Ce qui veut dire que sous les prairies de régras pur, c'est 2 tonnes de CO2 qui sont captées à l'hectare. On revient à l'effet de serre. Toute prairie est bonne par rapport à l'effet de serre. Puisque même ces prairies azotées, on capte 2 tonnes de CO2 à l'hectare. Les prairies très blanches, 2 tonnes 8.
Alors quand on présente ces chiffres à Bruxelles, eh bien regardez, vous savez que c'est un sacré problème, l'histoire de l'effet de serre. Et on ne sait plus comment en sortir. Et donc il se trouve que si on faisait, si on généralisait les systèmes fourragers basés sur la prairie, eh bien, c'est un moyen de piéger du CO2 dans le sol. Alors que le système conventionnel, depuis 40 ans, on a abandonné les prairies, on ne met que des cultures. Résultat de l'opération, le bassin parisien est en panne de matière organique. Ils étaient à 3,5 il y a 40 ans, ils sont à 1% aujourd'hui, même pas. Et du coup, ils ont dégagé du carbone dans l'atmosphère. C'est l'effet inverse. Et donc, le réchauffement climatique, il est dû aussi à ça. Et que si on change de système, au contraire, on lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Vas-y. Donc voilà les résultats de ce que je viens de vous dire. Bien. Alors, bon, on lutte contre les effets de serre. Et de plus, elle consomme moins d'énergie, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ah. Ben oui, vous ne voyez pas le rouge. C'est une courbe rouge. Enfin, je vous l'ai dicté. Hein. Ça, c'est le nombre de litres de fioul qu'il faut pour produire 10 000 litres de lait. Et ça, c'est les éleveurs de Vendée avant et après. C'est-à-dire avant, il fallait 350, c'est la ligne en haut. Vous ne voyez pas 300 là? Et bien c'est là qu'ils étaient. Ils étaient à 300. Mais tu ne feras pas mieux. Tu ne feras pas mieux, tu vois. Ils étaient à 300 et ils sont descendus à 150. C'est-à-dire qu'ils étaient à 300 litres de fioul par 10 000 litres de lait produit, et aujourd'hui ils sont tombés à 150. Ben oui, puisque c'est des prairies, il y a besoin de moins de tracteurs et tout ça. Mais ça aussi, ça lutte contre l'effet de serre. Et en plus, ça économise les énergies fossiles. Vous savez que c'est notre problème pour demain. Voilà. Bon, oui. Ben oui, ben voilà la courbe, oui, tu vois. Mais il faut que tu la vois au démarrage, en haut, à gauche, là-bas, 300. Voilà. Ils sont tombés d'un coup, hein. Et après, ils s'y tiennent. Voilà, tout du long, là, voilà. Bravo. Très bien. Tu es championne, dis donc, pour pouvoir faire ça. Voilà, ben ma foi, j'en ai terminé. Maintenant, place au petit débat. Oui. Je veux dire 5 choses, monsieur Pochon. Ah. Tu veux tes micros? Oui, non, la première, c'est une conférence pleine de verve. Hein, très inquiétante, mais finalement optimiste. Oui, parce que vous êtes moi je optimiste. suis optimiste. La deuxième chose, c'est que ben, vous nous avez fait une démonstration chiffrée, détaillée, très compréhensible, même pour les béotiens que nous sommes en majorité. Hein, et vous nous avez montré que l'agriculture durable est non seulement intéressante du point de vue environnement, mais c'est quand même la plus rentable. Ça, c'est quand même bon à savoir. Vous nous avez dit aussi que finalement la rentabilité, l'argent, la poursuite de l'argent à tout prix, c'est la pire des pollutions. Hein, puisqu'elle tue à la fois la vigilance, la prudence, qui conduit à la barbarie, je pense aux cochons et aux poules. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis au bout du compte, elle met en péril notre santé nous, et notre avenir. Et puis la dernière, c'est avec un peu d'humour, il y a un jour quelqu'un qui vous a dit, un journaliste, je crois que vous étiez un successeur des Virgile, c'est pas ça? Ah, ben, c'est pas un journaliste, c'est le Lanoux, Oui. grand géographe. Voilà. Moi, je crois que c'est plutôt Descartes. On peut comparer, en effet, oui. Voilà. Moi, je crois que c'est plutôt Descartes et de Boileau. Parce que vous nous avez fait un discours très cartésien, et puis, tout était très clair. Et ce qui se conçoit bien se dit clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà, merci. J'ai tellement ça dans la tête, j'ai tellement vécu. Moi j'ai trouvé ça exceptionnel, je l'assure, et je ne suis pas le seul à le penser. Et puis, les paysans,